10 millions de dollars. C'était l'étiquette de prix sur mon silence. Ça a commencé comme une blague, une vanterie cruelle, arrogante, criée par l'homme le plus dangereux de New York. Dante Valerio-Ottu, le capo qui gouvernait la ville avec un poing de fer ensanglanté, pensait que j'étais juste une serveuse. Il pensait que j'étais invisible. Il jeta une lettre ancienne en ruine sur la table et rit, défiant quiconque de déchiffrer le code qui avait déconcerté les meilleurs cryptographes du monde. Il ne savait pas qui j'étais vraiment. Il ne savait pas qu'en lisant ces 3 lignes, je ne faisais pas que gagner un pari. Je signais mon propre arrêt de mort. L'air chez Leroux sentait toujours l'huile de truffe, l'eau de Cologne chère et la peur. Surtout la peur. Selene ajusta le col de son uniforme blanc amidonné, gardant la tête baissée tandis qu'elle naviguait dans le labyrinthe déhué de velours. Elle était un fantôme dans ce restaurant. C'était le but. Être Céline la serveuse était sûr. Être la Draby, Célina Rostova, la plus jeune professeure de linguistique à avoir jamais été déshonorée et exilée de l'université de Cambridge, était dangereux. Ici, au milieu du tintement du cristal et du murmure des potins de la haute société, elle était invisible jusqu'à ce soir. Ce soir, la table 10 était occupée par Dante Valerio. Même sans lever les yeux, Selena savait qu'il était là. L'atmosphère dans le restaurant avait changé au moment où il était entré. La musique semblait plus silencieuse. Les autres convives se raidirent, et le manager, M. Henderson, transpirait à travers son costume. Dante Valerio n'était pas juste un chef de mafia. Il était le chef du syndicat Valerio, un homme dont la valeur nette était réputée et rivalisée avec de petits pays et dont le tempérament était légendaire. Incompétent, vous tous. Le cri brisa le doux bourdonnement de la pièce. Céline se figea près de la station de service, saisissant une image de haut. À la table 10, Dante se leva, claquant sa main sur la surface en acajou. Il était d'une beauté dévastatrice. Des cheveux foncés lissés en arrière, une mâchoire qui pouvait couper le verre et des yeux de la couleur d'une mer orageuse. Mais la rage rayonnant de lui était terrifiante. 2 hommes en costume sombre. Ses gardes du corps tressaillirent. Et en face de Dante se trouvait un vieil homme terrifié dans une veste en tweed, ressemblant à un bibliothécaire qui avait pris un mauvais virage dans un vivier de requins. « Je vous paye 50 000 $. Dante siffla, sa voix tombant un baryton létal. « Et vous me dites que c'est du charabia. Monsieur Valerio, s'il vous plaît. » Le vieil homme balbutia, ajustant ses lunettes avec des doigts tremblants. C'est un dialecte archaïque, un mélange de sicilien et de quelque chose de pré-romain. La syntaxe n'a aucun sens, c'est illisible. Qu'il disparaisse de ma vue avant que je ne lui coupe la langue, grogna Dante. Ses gardes traînèrent le traducteur gémissant. Dante retomba dans sa chaise, passant une main sur son visage. Il atteignit la poche intérieure de sa veste et en sortit un morceau de parchemin jauni et fragile. Il le fixa avec un mélange de haine et de désespoir. Céline regardait, hypnotisée. Elle savait qu'elle devrait détourner le regard, mais le motif de l'encre sur le papier attira son regard même à 10 pieds de distance. Ce n'était pas seulement une lettre. C'était un chiffre. Plus de 20, monsieur. Céline sursauta. Monsieur Henderson lui fourra une bouteille du Chat Margaux 1982 dans les mains. Table 10, allez. Et pour l'amour de Dieu, ne faites pas de contact visuel. Céline prit d'une inspiration, raidissant ses nerfs. Elle marcha vers la fosse aux lions. En s'approchant, elle entendit Dante marmonner à son bras droit, un géant cicatrisé nommé Luca. Si je ne déchiffre pas ça d'ici vendredi, la commission me votera hors Luca. Mon père a laissé l'emplacement des réserves dans cette note, je le sais. Sans cet argent, la famille Valerio est morte. Nous trouverons un autre expert, patron, dit Luca. Il n'y a plus d'expert, claqua Dante. Il attrapa son verre, buvant le whisky. Il leva les yeux, ses yeux se fixant sur le parchemin, ignorant Céline alors qu'elle commençait à verser le vin. « Je donnerais 10 millions de dollars en ce moment.
dit Dante, sa voix forte, portée à travers le restaurant silencieux, à la personne qui pourrait me dire ce que dit ce maudit truc. Il regarda autour de la pièce, sa lèvre se recourbant dans un rictus. Il se moquait du monde, se moquait de son propre désespoir. 10 millions. Y a-t-il des preneurs, juste une pièce pleine de lâches et de moutons? La main de Céline plana au-dessus de son verre. Ses yeux tracèrent l'écriture sur la table. Ce n'était pas seulement du sicilien. C'était une variation d'Oscan, une langue italique éteinte superposée d'un chiffre visionnaire. C'était complexe, brillant et soluble. Elle vit le motif immédiatement. Les symboles récurrents n'étaient pas des lettres. C'étaient des coordonnées masquées en voyelles. Elle versa le vin parfaitement, sans en renverser une goutte. Mais alors qu'elle s'éloignait, le mot s'échappa avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Ce n'est pas du carabia », murmura-t-elle. Le silence qui suivit fut assez lourd pour écraser des os. Dante Valerio se figea. Il tourna lentement la tête, regardant la serveuse debout près de son coude. Il regarda son uniforme bon marché, son chignon désordonné, son tablier effiloché. « Excusez-moi, dit-il, sa voix dangereusement douce. Monsieur Henderson se précipita en avant, pâle comme un drap. « Monsieur Valerio, je suis tellement désolé. Elle est nouvelle. C'est une idiote. Je la ferai virer immédiatement. »« Silence !» ordonna Dante, ne quittant pas Céline des yeux. Il se leva, la dominant. « Qu'as-tu dit, petite souris? » Le cœur de Céline martelait ses côtes comme un oiseau piégé. Elle devrait s'excuser. Elle devrait courir. Mais la vanité intellectuelle qui l'avait fait expulser de Cambridge s'enflamma. Elle ne pouvait pas supporter de voir un beau puzzle insulté. « J'ai dit que ce n'est pas du carabia, dit Céline, sa voix tremblante mais claire. Le traducteur s'est trompé. Ce n'est pas pré-romain, c'est de l'Oscan. Mais c'est écrit à l'envers en utilisant un chiffre de décalage basé sur le calendrier grégorien. » Dante la fixa. Pendant une seconde, il sembla prêt à rire. « Une serveuse, ricana-t-il. Une serveuse connaît l'Oscan. »« Je n'ai pas toujours été serveuse, murmura Céline. Dante croisa les bras. L'arrogance revint. « D'accord, tu veux jouer? Tu as entendu l'offre. 10 millions de dollars. Prouve-le. » Il fit un geste vers le parchemin. « Si tu te trompes, » Dante se pencha, son souffle chaud contre son oreille. « Je prendrai la main que tu utilises pour me servir mon vin comme paiement pour m'avoir fait perdre mon temps. » Monsieur Henderson gémissait en arrière-plan. Céline regarda le parchemin. Elle n'avait pas besoin de l'écrire. Elle avait une mémoire idétique. C'était la malédiction qui la rendait brillante et le fardeau qui la rendait incapable d'oublier ses erreurs passées. Elle scanna le texte. Les lettres se réarrangèrent dans son esprit. Le message n'était pas à propos de réserve d'argent. C'était quelque chose de bien plus personnel et de bien plus dangereux. Alors, Dante pressa. Céline rencontra son regard, ses yeux bruns verrouillés avec ses yeux bleus orageux. Il dit, Céline commença, sa voix se stabilisant. Le loup ne cache pas l'or dans la tanière. L'or est le sang du traître qui est assis à ta droite. Le verre dans la main de Luca se brisa. Dante ne cligna pas des yeux. Il ne bougea pas, mais l'air autour de lui se transforma en glace. « Lis la signature, » murmura Dante. « C'est signé. » Selena plissa les yeux vers le glyphe final. « Amor Gabriella », le visage de Dante devint pâle. Gabriella était sa mère. Elle était morte il y a 20 ans. Personne ne connaissait son surnom pour lui. Lou, sauf son père. Dante regarda Luca. Luca, l'homme de main, fixait la table, sa main saignant du verre brisé, son visage un masque de culpabilité. Le restaurant était silencieux à mort. « Évacuez la pièce », dit calmement Dante. « Patron !» commença Luca. « Évacuez la pièce !» rugit Dante, renversant la lourde table en chêne. Le chaos éclata. Les clients crièrent et se précipitèrent vers les sorties. Monsieur Henderson s'enfuit.
Mais Selena resta figée, le parchemin flottant au sol entre elle et l'homme le plus dangereux de la ville. Dante sortit un pistolet en argent de son étui d'un mouvement fluide. Il ne le visa pas sur Luca. Il le visa sur Céline. « Toi, dit-il, sa voix vide d'émotion, tu viens avec moi. » « Mais l'argent, balbutia Selena, reculant. « Tu as dit que j'avais menti. » Dante rit un son froid et sans humour. « Mais tu viens de me sauver la vie ou tu viens de la finir. Dans les deux cas, tu en sais trop. » Il attrapa son poignet, sa prise comme une menotte. « Félicitations, Kara. Tu viens de le faire promouvoir. » Le trajet à l'arrière du SUV blindé fut silencieux et suffocant. Selena était serrée entre Dante et la fenêtre. Les serrures de porte étaient enclenchées. Le verre était par balle. Elle était piégée. Elle regarda les lumières de la ville s'estomper à travers Manhattan, s'estompant au loin alors qu'il traversait le pont vers un domaine privé dans les Hamptons. Son esprit s'emballait, rejouant la traduction. « L'or est le sang du traître qui est assis à ta droite. » Elle avait accusé son meilleur ami de trahison. Si elle avait tort, Dante la tuerait. Si elle avait raison, Luca essaierait de la tuer. Il n'y avait aucun scénario gagnant. « Qui es-tu » La voix de Dante brisa le silence. Il ne la regardait pas. Il nettoyait son pistolet avec un mouchoir en soie, les mouvements précis et pratiqués. « Je te l'ai dit, » dit Selene, serrant ses bras autour d'elle-même. « Je suis une serveuse. »« Les serveuses ne lisent pas les langues mortes, » rétorqua Dante. Il se tourna pour lui faire face. Les lampadaires projetaient des ombres changeantes sur ses traits acérés. « J'ai fait scanner ton visage par mon équipe pendant que nous roulions. Pas de médias sociaux, pas d'historique de crédit depuis 3 ans. » Un fantôme. Il se pencha plus près. Mais avant ça, Drace Selene Rostova, Université de Cambridge, déshonorée pourquoi était-ce? Décryptage contraire à l'éthique de documents gouvernementaux classifiés. Selene tressaillit. J'ai décodé une archive historique. Je ne savais pas qu'elle était encore active. Et pourtant, tu as disparu. Dante médita. Intelligente, mais pas assez intelligente pour garder ta bouche fermée ce soir. Tu as demandé une traduction. Elle brisa sa peur momentanément, cédant à l'indignation. Tu as promis 10 millions de dollars. Dante rit sombrement. Et tu as cru une aube de mafia. Tu es vraiment naïve, docteur. La voiture ralentit, tournant à travers d'immenses portes en fer marqué d'un V. L'allée serpentait à travers des hectares de forêt sombre, avant de révéler un vaste manoir en pierre calcaire qui ressemblait plus à une forteresse qu'à une maison. « Voici le marché, » dit Dante alors que la voiture s'arrêtait. « Luca est actuellement dans une cellule de détention au sous-sol de mon penthouse en ville. Mes hommes l'interrogent. S'il confesse, tu vis. S'il prouve sa loyauté, cela signifie que tu as menti pour semer la discorde. » « Je n'ai pas menti, » insista Céline. Le texte était clair. « Nous verrons. » La porte s'ouvrit. Un garde tira Céline dehors. Dante n'offrit pas de main. Il marcha simplement vers les immenses doubles portes, s'attendant à ce qu'elle le suive. Elle envisagea de courir dans les bois sombres, mais le point de laser rouge sur sa poitrine d'un tireur d'élite sur le toit la fit changer d'avis. Elle le suivit à l'intérieur. Le hall d'entrée était à couper le souffle, sols en marbre, un lustre de la taille d'une voiture et un art qui appartenait au Louvre, mais Céline n'avait d'yeux que pour la sécurité. Des caméras partout, des gardes à chaque sortie. Emmenez-la à la chambre bleue. Dante ordonna à une femme de chambre qui apparut des ombres. Fermez la porte à clé. Donnez-lui tout ce qu'elle veut manger, mais pas de téléphone. Pas d'Internet. « Attendez !» cria Céline alors que la femme de chambre lui prenait le bras. « Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? » Dante marqua une pause sur le grand escalier. Il la regarda et pendant une seconde fugace, son expression s'adoucit, révélant un homme accablé par le poids d'une couronne qu'il n'avait jamais demandée.
Maintenant, Céline, tu pries d'être aussi intelligente que tu le penses, car cette lettre n'était que la page 1. Il se retourna et disparut à l'étage. À l'intérieur de la chambre bleue, qui était en fait une suite d'invités luxueuses avec des fenêtres à barreaux, Céline arpentait jusqu'à ce que ses pieds lui fassent mal. Les heures passèrent, elle trouva un changement de vêtements dans le placard, un pyjama en soie chair qui lui allait étonnamment bien. Elle se doucha, lavant l'odeur du restaurant et de la peur de sa peau. Mais l'anxiété resta. Il était plus de 3 heures du matin lorsque la serrure cliqua. Céline descendit du lit en catastrophe, s'adossant à la tête de lit. Dante entra. Il avait changé de costume pour une chemise boutonnée noire et un pantalon. Il semblait épuisé. Il y avait une tache de sang sur sa manchette qui n'y était pas avant. Il tenait une bouteille de whisky et 2 verres. Il ferma la porte d'un coup de pied derrière lui. « Bois, dit-il, versant un verre et le lui tendant. « Je ne bois pas avec les ravisseurs, dit Céline. « Bois, répéta-t-il, sa voix tendue. C'est une célébration. » Céline hésita, puis prit le verre. Ses mains tremblaient. Célébration. Dante vida son propre verre d'une gorgée. Il marcha jusqu'à la fenêtre, regardant l'obscurité. « Luca a parlé, dit Dante tranquillement. Mon meilleur ami, l'homme qui m'a appris à tirer, l'homme en qui j'avais confiance de ma vie. » Il se tourna pour la regarder, ses yeux creux. Il siphonnait les comptes depuis des années, et il vendait mes mouvements à la Brata, les Russes. Céline allaita. « Je suis désolé. »« Ne le sois pas, dit Dante durement. Tu m'as sauvé. » Ce soir, il prévoyait un coup. Si je n'étais pas parti du restaurant quand je l'ai fait, si tu n'avais pas lu cet avertissement, il s'interrompit. Il marcha vers le lit et s'assit sur le bord, beaucoup trop près pour être à l'aise. L'odeur de whisky et de poudre à canon s'accrochait à lui. « Tu as gagné ta place, Céline. Ça veut dire que j'ai les 10 millions ?» demanda-t-elle, essayant de paraître courageuse. Dante rit, mais cette fois, c'était un vrai son Tolède. « Tu es implacable. »« Non, tu n'auras pas l'argent, alors laisse-moi partir. »« Je ne peux pas. »« Pourquoi pas ?» Dante atteignit sa poche et sortit le parchemin de nouveau. Il le déplia sur le couvre-lit entre eux. « À cause de ça, dit-il, jeté, pointant le bas de la page. » Céline regarda de plus près. Sous la signature qu'elle avait lue plus tôt, il y avait une autre ligne de texte. C'était microscopique, écrit dans une encre différente. Elle ne l'avait pas remarqué dans la lumière tamisée du restaurant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Dante. Céline plissa les yeux. Son sang se glaça. « C'est une coordonnée, murmura-t-elle. Mais c'est chiffré avec un chiffre à double aveugle. On a le code de la langue du diable. Il était considéré comme incassable pendant la guerre froide. « Peux-tu le casser ?» demanda Dante, son intensité revenant. « Je pourrais peut-être. Donne-moi une semaine, peut-être 2. » Dante secoua la tête. « Nous n'avons pas 2 semaines. Luca a confessé autre chose avant de mourir. » Céline déglutit difficilement. « Avant qu'il ne meure, il a dit aux Russes que j'ai le parchemin, » dit Dante d'un air sombre. Et il leur a parlé de la serveuse qui peut le lire. Dante se leva et se dirigea vers la fenêtre, fermant les lourds rideaux de velours. « Il y a une prime de 10 millions de dollars sur cette traduction, Céline. Mais maintenant, il y a une prime de 20 millions de dollars sur ta tête. » Il se retourna vers elle, son visage sombre. « Tu n'es plus ma prisonnière, Céline. Tu es mon atout. Et jusqu'à ce que tu casses ce code, toi et moi sommes coincés ensemble. »« Coincés ensemble où ?» demanda-t-elle. « En fuite, » dit Dante. « Fais tes affaires. Ils savent où nous sommes. » Comme sur un cue, une explosion massive secoua les fondations de la maison. Le verre des fenêtres se brisa contre les barres de fer. Les alarmes commencèrent à hurler. Dante se jeta à travers la pièce, plaquant Céline sur le matelas et couvrant son corps avec le sien juste au moment où des balles commencèrent à déchirer la pièce. « Bienvenue dans la famille, » murmura-t-il dans ses cheveux. Le monde ne devint pas noir, il devint blanc. Un blanc aveuglant et brûlant qui effaça la chambre luxueuse.
les lourds rideaux de velours et l'homme debout devant elle. Puis vint le son, non pas un boom, mais un coup physique au tympan. Une onde de pression qui aspira l'air des poumons de Solène avant de le claquer de nouveau avec le goût de plaque-au-plâtre et de fumée. Céline, elle était recroquevillée sur le sol, sa joue pressée contre les fibres rugueuses du tapis persane. Ses oreilles sonnaient un vin aigu qui noyait le monde. Elle toussa, le mouvement lui envoyant une vive douleur à travers les côtes. Quelque chose de lourd se déplaça au-dessus d'elle. Reste à terre. La voix était une vibration contre sa colonne vertébrale, plus qu'un son. Dante. Il la couvrait de son corps, un bouclier humain couvrant sa petite silhouette pour subir le choc des débris qui tombaient. Il gémit un son grave et guttural de douleur et roula d'elle. Céline se traîna à quatre pattes, clignant des yeux à travers la brume de poussière de plâtre. La pièce était méconnaissable. La lourde porte en chêne avait été arrachée de ses gonds. Le couloir au-delà était un enfer orange, des flammes léchant le plafond, projetant des ombres démoniaques dansantes dans la pièce. Dante, étouffa-t-elle. Il était déjà en mouvement. Il se leva en s'accroupissant, secouant les débris de ses cheveux noirs, comme un loup secouant l'eau. Du sang coulait d'une coupure au-dessus de son sourcil, traçant une ligne cramoisie le long de sa joue. Mais ses yeux étaient clairs, concentrés et terrifiants de calme. Il vérifia le chargeur de son pistolet, le faisant glisser en place avec un clic métallique qui semblait fort même au-dessus du rugissement du feu. « Peux-tu courir ?» demanda-t-il, lui attrapant le bras. Sa prise était contondante, désespérée. « Je pense que oui. » Céline balbutia, ses jambes tremblantes. « Ne pense pas. » « Fais. » Il la tira vers le haut. « Reste derrière moi. Tiens-toi à ma ceinture. Si je m'arrête, tu t'arrêtes. Si je tire, couvre tes oreilles. Tu comprends? Oui. Bonne fille. » Il repoussa les vestiges de l'encadrement de la porte et entra dans le couloir en feu. La chaleur était oppressante, un mur physique qui sentait le plastique fondu et le bois cher. Le système d'extinction automatique avait échoué. Saboté. Céline réalisa, son esprit analytique, habituellement son sanctuaire, cataloguait frénétiquement le désastre. Dégâts structurels à l'aile est, feu se propageant à environ 10 pieds par minute. Option de sortie limitée. Une silhouette émergea de la fumée au bout du couloir, une silhouette tenant un fusil d'assaut. Céline eut à peine le temps de haleter avant que Dante ne lève son bras. Pop, pop. 2 tirs efficaces et étouffés. La silhouette s'effondra. Dante ne ralentit pas. Il passa par-dessus le corps sans regarder. Céline regarda cependant. Elle ne put s'en empêcher. L'homme portait un équipement tactique, un écusson sur son épaule qu'elle ne reconnaissait pas. Pas la police. Des mercenaires, ne regarde pas. Dante ordonna, sa voix tendue. Il la tira en avant. Continue de bouger. Ils atteignirent le grand escalier, mais la moitié inférieure s'était effondrée dans le hall, qui était maintenant une zone de guerre de tir. Des balles écaillaient la balustrade en marbre près de la tête de Céline. Elle cria, se baissant. « Ils arrivent par l'avant, » grogna Dante. « Plan B. » Il la fit pivoter, la traînant vers une étroite porte de service dissimulée dans le lambris du mur. Il frappa un code sur un clavier caché. Le panneau glissa, s'ouvrant, révélant un escalier en béton sombre et en spirale menant sous terre. « Va !» Il la poussa dedans. « Où ça mène ?» cria-t-elle, trébuchant dans l'obscurité. La cave à vin, puis les tunnels. « Bouge, Céline !» Il referma le panneau derrière eux, les plongeant dans l'obscurité totale. Pendant un moment, il y eut un silence, sauf pour leur respiration haletante. Puis un clic et le faisceau d'une lampe de poche tactique traversa l'obscurité. Dante descendit les escaliers 2 par 2, l'attirant. Et l'air ici était frais et humide, sentant le moisi et le vieux bouchon, un contraste saisissant avec l'enfer brûlant au-dessus. Ils atteignirent le fond. Dante navigua dans le labyrinthe des casiers à vin par la mémoire. Pas la vue.
Il s'arrêta à une lourde porte en fer, la déverrouilla avec une clé autour de son cou et les poussa à travers dans un garage qui ressemblait plus à un bunker en béton. À l'intérieur se trouvait une seule voiture, une Aston Martin noir mat vintage, mais clairement modifiée. « Monte !» ordonna-t-il. Selena se jeta sur le siège passager. Le cuir était froid. Dante glissa sur le côté conducteur, jetant l'âme sur ses genoux. Il mit le contact et le moteur rugit à la vie avec un grognement féroce qui résonnait sur les murs de béton. « Attache ta ceinture, dit-il, ses yeux jetant un coup d'œil au rétroviseur. Cette partie devient rude. Il appuya sur un bouton sur le tableau de bord. Le mur devant eux commença à s'élever, une sortie dissimulée menant directement dans la forêt dense entourant le domaine, alors que la voiture avança, les pneus crissant sur le pavé. Céline regarda en arrière. Le manoir, la cage dorée, était un flambeau contre le ciel nocturne. Des flammes jaillissaient du toit illuminant les arbres. Et grouillant sur la pelouse se trouvaient des dizaines d'hommes, comme des fourmis sur une carcasse. « Ils l'ont détruit », murmura Céline, le choc s'installant enfin. « Ton chez-toi. » Dante ne regarda pas en arrière. Ses jointures étaient blanches sur le volant. Sa mâchoire si serrée qu'un muscle tressaillait dans sa joue. « Ce n'était pas une maison, dit-il, sa voix dépourvue de sentiment. Ce n'était qu'un bâtiment, et j'ai beaucoup de bâtiments. » Il enfonça son pied sur l'accélérateur. La voiture s'élança sur l'étroite route forestière, déchirant le sous-bois, laissant le feu et la vie que Céline connaissait derrière. Elle regarda son profil dans la lumière tamisée du tableau de bord. Il semblait composé, presque ennuyé, mais elle vit le tremblement dans sa main gauche, la main qui ne tenait pas le volant. Il n'était pas fait de pierre, il était juste meilleur à cacher les fissures. Le trajet dura des heures. Ils se déplacèrent dans une atmosphère lourde et épaisse, remplissant la petite cabine de la voiture. Dante évita les autoroutes, s'en tenant aux routes sinueuses qui traversaient les villes endormies du nord de l'État de New York. La pluie commença 1 heure plus tard, une averse incessante qui tambourinait contre le toit et brouillait le monde extérieur, entraîné de gris et de noir. L'adrénaline de Selena s'était estompée, laissant derrière elle un épuisement froid et tremblant. Son pyjama en soie était ruiné, taché de suie et de poussière. Elle serra ses bras autour d'elle-même, essayant d'empêcher ses dents de claquer. Dante remarqua. Il ne parla pas, mais il tendit la main et monta le chauffage au maximum. Le souffle d'air chaud fut une petite miséricorde. « Où allons-nous » demanda-t-elle finalement, sa voix rauque. « Nulle part » répondit Dante. « Un endroit fantôme. Il n'est sur aucun acte, dans aucune base de données. Mon père l'a acheté sous une société écran dans les années 80 pour de l'argent comptant. Il ralentit la voiture, tournant sur une piste de gravier qui était à peine visible à travers les pins envahis. La voiture craquait sur les pierres et les brindilles pendant 1 mile avant de s'arrêter devant une petite cabane en forme de haut près d'un lac sombre. Elle semblait abandonnée. Pas de lumière, pas de mouvement. Juste une ombre contre l'eau. « Attends ici, dit Dante. » Il sortit, pistolet à la main, et fit le tour du périmètre. Céline le regarda à travers la vitre striée de pluie. Il se déplaça avec la grâce d'un prédateur, vérifiant les fenêtres, les portes, la traîne. Ce n'est que lorsqu'il fut satisfait qu'il retourna à la voiture et ouvrit sa porte. « C'est clair. Allons-y. » La course de la voiture au porche trempa Céline jusqu'aux os. À l'intérieur, la cabane était gelée. Elle sentait le cèdre et l'air vicié. Dante verrouilla la porte derrière eux et alla immédiatement à la cheminée, empilant des bûches et du petit bois avec des mouvements efficaces. En quelques minutes, un feu crépitait, projetant une lueur chaude et vacillante sur la pièce. Elle était spartiate, un canapé en cuir, une lourde table en bois, une petite kitchenette. Dante ôta sa chemise trempée, la jetant sur une chaise. Céline détourna les yeux, puis regarda de nouveau, halètant involontairement. Son dos était une tapisserie de cicatrices, de vieilles blessures au couteau, des raflures de balles
et les contusions fraîches et furieuses des débris qui lui étaient tombés dessus cette nuit. Mais ce qui attira son regard fut la profonde entaille sur son épaule, saignant encore. « Tu es blessé, » dit-elle, s'avançant. Dante jeta un coup d'œil à son épaule, la rejetant. « C'est une égratignure. Ce n'est pas une égratignure, Dante. Ça a besoin de points de suture, ou au moins d'être nettoyé. »« Je m'en occuperai, » grogna-t-il, marchant vers l'évier de la cuisine. Il trouva une bouteille de vodka dans un placard et un chiffon propre. « Tu ne peux pas l'atteindre, » Selena fit remarquer. Elle marcha vers lui, son hésitation en guerre avec sa logique. Elle n'était pas médecin, mais elle était pratique. « Donne-le-moi. » Dante marqua une pause, la bouteille de vodka à la main. Il la regarda. Dans la lumière du feu, ses yeux étaient moins orageux, plus fatigués. Il regarda ses petites mains, puis son visage déterminé. Sans un mot, il lui tendit la bouteille et le chiffon. Il s'assit sur une des chaises en bois. Céline se tenait d'entre ses genoux, essayant d'ignorer la chaleur rayonnante de sa peau nue. Elle versa la vodka sur le chiffon. « Ça va piquer, » murmura-t-elle. « Fais-le. » Elle pressa le tissu sur la blessure. Dante siffla ses mains, serrant ses cuisses jusqu'à ce que les jointures deviennent blanches, mais il ne recula pas. Céline travailla soigneusement, nettoyant le sang et la saleté. De près, il était accablant. Le parfum de musc de pluie et de fer, la dureté de ses muscles sous ses doigts, c'était intime d'une manière qui la terrifiait plus que les coupes de feu. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement, se concentrant sur la blessure pour éviter ses yeux. « Pourquoi? Quoi? » Sa voix était rugueuse. « Pourquoi m'as-tu couverte dans la pièce? » Le plafond tombait. Tu aurais pu courir. Dante resta silencieux un long moment. Elle pouvait sentir sa poitrine se soulever et s'abaisser à chaque respiration. « Tu es l'atout, » dit-il finalement. « L'argent est dans ta tête. » Céline arrêta de nettoyer. Elle leva les yeux, rencontrant son regard. « C'est tout? » Dante la regarda. Il regarda ses lèvres, puis ses yeux. Il y avait une lueur de quelque chose de dangereux là. Une fin qui n'avait rien à voir avec l'argent. « Si tu meurs, dit-il, sa voix baissant d'une octave, je ne découvrirai jamais ce que mon père essayait de me dire, et je déteste les puzzles inachevés. » Il se leva brusquement, brisant la tension. « C'est assez. Merci. » Il marcha vers sa veste jetée et en sortit le parchemin. Il était miraculeusement sec, protégé dans une manche en cuir. Il le claqua sur la table en bois. « Mets-toi au travail, » ordonna-t-il, son ton revenant à celui de l'aube mafieuse. « Nous sommes en sécurité pour ce soir, mais les Russes ne s'arrêteront pas. J'ai besoin de savoir où sont les réserves. » Céline soupira. Le moment de connexion fut brisé. Elle s'assit à la table, tirant la lampe à huile plus près. Elle lissa le parchemin. « La langue du diable, » marmonna-t-elle, traçant les lignes microscopiques en bas. « Parle-moi, » dit Dante, se versant un verre de la vodka bon marché. Il s'appuya contre le mur, la regardant. « Pourquoi ça s'appelle comme ça? »« Parce que ça tord la vérité, » expliqua Selena, son esprit passant en mode académique. « C'était plus sûr ici. Ça a été développé par un cryptographe renégat dans les années 50. Ça utilise une clé à double aveugle. Tu ne peux pas juste traduire les symboles. Les symboles eux-mêmes sont une distraction. Le vrai message est dans l'espace entre les symboles. » Elle attrapa un crayon et un carnet de notes poussiéreux qu'elle trouva sur une étagère. Elle commença à mesurer les espaces entre les traits d'encre. « Ton père, c'était un homme brillant, » Céline nota. « Pour utiliser ça, il devait être paranoïaque. » Il était le cap de Carpi. Dante dit que la paranoïa est une exigence de l'emploi. Céline travailla pendant 1 heure. Le seul son, le grattement du crayon et le crépitement du feu. Dante ne bougea pas. Il la regarda avec une intensité qui fit picoter sa nuque. « J'ai la première couche, » annonça-t-elle, frottant ses yeux fatigués. Dante fut à la table en 1 seconde. « Qu'est-ce que c'est? C'est une séquence, mais ce ne sont pas encore des coordonnées. » « C'est une énigme. Lis-la. »
Céline prit une inspiration. Où le pêcheur va se laver les mains, mais l'eau est toujours sèche. Dante fronça les sourcils. Ça n'a aucun sens. Une église? Non. Céline secoua la tête. De l'eau qui est sèche, c'est métaphorique. Ou peut-être de la glace chimique. De la glace sèche. Dante arpentait la petite pièce. Un congélateur. Une chambre froide. Pense à ton père, sonda Selena. Où allait-il pour penser, pour confesser, pour se cacher? Dante arrêta de marcher. Il regarda le feu. Une étrange expression traversa son visage. Douleur mêlée de réalisation. Le confessionnal, murmura-t-il. Une église? Non. Dante la regarda. Le confessionnal, c'était le nom de son speakeasy privé au sous-sol de l'ancien entrepôt de Brooklyn. Il l'a fermé il y a 10 ans. Il a dit qu'il l'avait muré. Et l'eau sèche? Demanda Céline. Le bar, Dante dit, un sombre sourire se formant. Il servait toujours son scotch pur. Pas d'eau, pas de glace. Il regarda Céline et pour la première fois, il y avait du respect dans ses yeux. Un respect authentique. Tu es bonne, admit-il. Je sais, répondit-elle simplement. Dante se pencha sur la table, ses mains reposant de chaque côté de son carnet, la piégeant. Si l'argent est dans l'ancien entrepôt, dit-il, nous avons un problème. Pourquoi? Parce que cet entrepôt est en territoire que Luca a vendu aux Russes il y a 3 jours. Nous devons nous introduire au cœur du bastion ennemi. Céline sentit le sang s'écouler de son visage. Nous, tu dois venir, dit Dante. Le chiffre n'est pas terminé. Cette énigme mène à un emplacement, mais une fois là, il y aura une serrure, une combinaison, et je parie ma vie que la combinaison est cachée dans le reste de ce code. Il tendait son pouce, effleurant sa joue, essuyant une tache de suie. Le contact fut électrique. « Tu n'es plus seulement une traductrice, Céline, murmura-t-il. Tu es la clé, et je vais te faire entrer dans cet entrepôt, même si je dois brûler le reste de la ville pour le faire. » Céline le regarda, cet homme dangereux et beau qui l'avait kidnappé et sauvé. Elle réalisa avec un sursaut qu'elle ne voulait plus courir. Le puzzle et l'homme l'avaient accroché. « Alors brûlons-le, murmura-t-elle. Le matin se leva sur le lac dans une teinte de violet et de gris pâle et meurtri. La pluie avait cessé, laissant le monde dégoulinant et silencieux. À l'intérieur de la cabane, le feu s'était réduit en cendres. Solène se réveilla en sursaut, le cou raide. Elle s'était endormie à la table, sa tête reposant sur le carnet rempli de séquences chiffrées. La cabane était vide, la panique froide et vive transperça sa poitrine. L'avait-il laissé? Les Russes les avaient-ils trouvés? Bois ceci. Elle se retourna. Dante se tenait dans l'embrasure de la porte, bloquant la lumière du matin. Il avait été dehors. Ses cheveux étaient humides et il tenait 2 tasses en papier fumante. Il avait de l'air différent. Le bord sauvage et désespéré de la nuit précédente avait disparu, remplacé par une concentration terrifiante et glaciale. Il s'était rasé avec un rasoir émoussé trouvé dans la salle de bain, laissant sa mâchoire lisse et acérée. Il ressemblait moins à un fugitif et plus à un PDG sur le point de lancer une OPA hostile. « Café? » demanda Solène, sa voix épaisse de sommeil. « Noir, pas de sucre. »« Nous avons besoin de la caféine, pas du confort, » dit-il, posant la tasse près de son carnet. Il se pencha sur la tête, examinant son travail. « As-tu terminé la séquence? »« Oui, » dit Céline, prenant une gorgée. Le café était amer et réprimandait sa langue, mais il la réveilla. L'énigme pointe vers le sous-sol, spécifiquement le mur nord derrière le siège du pêcheur. Je suppose que c'est le tabouret de bord. L'endroit préféré de mon père, confirma Dante. Mais arriver à ce tabouret va être le problème. Il sortit un journal plié de sa poche arrière et le jeta sur la table. C'était une édition locale. Le titre hurlait « Domaine Valerio détruit dans une explosion de gaz. Pas de survivants. » « Ils pensent que nous sommes morts, » murmura Céline, regardant la photo granuleuse du manoir en feu. « Ils espèrent que nous sommes morts, corrigea Dante, ce qui est notre seul avantage.
Les Russes ont pris le contrôle de l'entrepôt ce soir. Ils organisent un gala de victoire pour célébrer leur expansion dans mon territoire. Ils ont transformé le rez-de-chaussée en un casino souterrain haut de gamme. Et nous allons juste entrer. Nous allons, dit Dante, mais pas comme Dante, Valerio et la serveuse. Nous allons comme Monsieur et Madame Blackwood. L'argent du pétrole du Texas, ennuyeux, riche et invisible. Il donna un coup de pied à un sac de voyage qui était près de la porte. Céline ne l'avait pas remarqué avant. J'ai demandé un service à un contact en ville. Mette ça. Céline ouvrit le sac. À l'intérieur, niché dans du papier de wheatgrater, se trouvait une robe. Ce n'était pas juste une robe. C'était une âme faite de tissu, longue jusqu'au sol, dos nu, faite de soie bleu nuit qui ressemblait à de l'eau liquide. À côté se trouvait une paire de boucles d'oreilles en diamant et un smoking. « Je ne peux pas porter ça, » dit Céline, touchant la soie. Je suis juste Céline. Je renverse du café. Je trébuche sur mes propres pieds. » Dante fit le tour de la table. Il s'arrêta derrière elle, assez proche pour qu'elle puisse sentir la chaleur rayonnant de lui. Il ne la toucha pas, mais l'air entre eux devint lourd. « Selena Rostova est morte, dit-il, sa voix basse et hypnotique près de son oreille. Elle est morte dans l'incendie. Ce soir, tu n'es pas une serveuse. Tu es la femme d'un milliardaire. Tu es arrogante. Tu es ennuyée. Tu regardes tout le monde dans cette piste comme s'ils étaient inférieurs à toi. » Il tendit la main, planant au-dessus de son épaule avant de finalement se permettre de la toucher, ses doigts effleurant les mèches éparses à la nuque. « Tu as l'esprit d'un génie, Céline. Arrête d'agir comme une servante. Ce soir, tu es une reine. Agis comme telle. » L'ordre envoya un frisson le long de sa colonne vertébrale qui n'avait rien à voir avec la peur. Elle se tourna pour lui faire face. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Peux-tu jouer le rôle d'un mari aimant ?» Les yeux de Dante s'assombrirent. Il regarda sa bouche, puis ses yeux. « Ça, murmura-t-il, sera le mensonge le plus facile que j'ai jamais dit. » 3 heures plus tard, Céline se tenait devant le miroir fêlé de la salle de bain. La transformation était dérangeante. Avec ses cheveux relevés en un chignon élégant, les diamants scintillant à ses oreilles, et la soie bleue moulant ses courbes comme une seconde peau, elle ne se reconnaissait pas. Elle appliqua le rouge à lèvres que Dante avait fourni, une teinte rouge sans profond. Quand elle sortit, Dante l'attendait. Il ajustait les boutons de manchette de son smoking. Il leva les yeux et ses mains s'immobilisèrent. Le silence s'étira, épais et tendu. Il ne sourit pas. Il ne la complimenta pas. Il fixa simplement, son regard balayant sur elle avec une possessivité qui fit fléchir ses genoux. C'était un regard qui disait « Mienne. Ferais-je l'affaire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Dante marcha vers elle. Il atteignit sa poche et en sortit un petit pistolet d'apparence létale. « Attache ceci à ta cuisse, dit-il, le lui tendant, sous la robe. Je ne sais pas se tirer. Pas besoin de viser. Si quelqu'un te touche, presse-le contre son estomac et tire la gâchette. » Il lui offrit son bras. « La voiture attend, c'est l'heure du spectacle, Madame Blackwood. » L'entrepôt, maintenant baptisé la fonderie, pulsait d'une basse si profonde qu'elle faisait vibrer les danses de Céline. Dehors, la nuit de Brooklyn était froide, mais à l'intérieur, l'air était chaud, sentant le parfum cher, la sueur et l'ozone. L'espace industriel avait été transformé. Des cordes de velours rouge, des lustres suspendus à des poutres en acier rouillé et des tables recouvertes de feutre vert où des millions de dollars changeaient de main. Dante se déplaça à travers la foule avec une démarche paresseuse et arrogante qui était entièrement différente de sa démarche prédatrice habituelle. Il avait arboré une paire de lunettes à monture épaisse et changé sa posture, s'affalant légèrement pour cacher son alerte de qualité militaire. Son bras était enroulé autour de la taille de Céline, sa main reposant possessivement sur sa hanche. Toutes les quelques minutes, il se penchait et chuchotait à son oreille. Pour les spectateurs, cela ressemblait au secret d'amoureux.
En réalité, c'étaient des mises à jour tactiques. 3 gardes près de la cuisine, murmura-t-il, ses lèvres effleurant son lobe d'oreille. Caméra sur le pilier nord. Continue de sourire. Céline rit, penchant sa tête en arrière comme s'il avait raconté une blague. J'ai mal au visage à force de sourire, murmura-t-elle à travers des dents serrées. Bois ton champagne. Ne regarde pas les gardes, regarde-moi. Elle le regarda. Derrière les lunettes, ses yeux bleus scannaient chaque visage, calculant chaque menace. Ils étaient profondément en territoire ennemi. La pièce était remplie de mafieux russes. À la table centrale était assis Victor Voulov, le nouveau propriétaire. C'était un ours d'un homme, riant bruyamment alors qu'il râte dans une pile de jetons. « C'est lui », murmura Dante. Vulov, il est assis juste au-dessus du trappoir. « Comment le déplaçons-nous » demanda Céline. « Nous ne le déplaçons pas. Nous causons une distraction. » Dante vérifia sa montre. Dans 30 secondes, l'alarme incendie de la cuisine va mal fonctionner. Quand les gicleurs frapperont l'huile de friture, il y aura de la fumée. Beaucoup. C'est notre fenêtre. Le cœur de Céline martelait ses côtes. Et si ça ne marche pas, alors nous nous frayons un chemin en tirant ou nous mourrons. Soudain, un cri éclata de l'arrière de la pièce. Un panache de fumée noire épaisse commença à s'échapper des portes de la cuisine. L'alarme incendie hurla. « Au feu !» cria quelqu'un. La panique ondula dans la foule. Les mafieux se levèrent, mains allant à leurs étuis. Les clients commencèrent à se bousculer vers les sorties. Maintenant, dit Dante, il ne courut pas. Il la guida fermement à travers le chaos, se déplaçant à contre-courant de la foule. Alors que tout le monde se précipitait vers les portes, Dante la tira dans l'ombre de la section VIP, juste vers le bar où Voulov était assis. La zone était vide, les jetons éparpillés sur le sol. Dante sauta par-dessus le bar en acajou. « Mets-toi derrière ici. Dépêche-toi. » Céline se précipita sur sa robe de soie, se déchirant sur une écharde de bois. Elle ne s'en souciait pas. Elle atterrit dans l'espace étroit derrière le bar. Le mur, siffla Dante, pointant la maçonnerie derrière les alcools du haut de l'étagère. « Tu as dit le mur nord. » Céline scanna les briques. Pour un œil non entraîné, ce n'était qu'un mur. Mais elle cherchait un motif. Où le pêcheur va se laver les mains. Elle le vit. Une légère décoloration sur le mortier autour de 3 briques à hauteur de taille. Le motif correspondait au décalage grégorien du parchemin. Ici, dit-elle, pressant ses doigts contre les briques. 3,71. Elle les poussa dans cet ordre. Un lourd bruit sourd résonna. La section du mur, en fait une porte en acier dissimulé revêtue de briques, s'ouvrit d'1 pouce. Dante accrocha ses doigts dans l'espace et la tira pour l'ouvrir. L'obscurité béait au-delà. « Entrez » ordonna-t-il. Ils se glissèrent à l'intérieur et Dante referma la porte, juste au moment où le faisceau d'une lampe de poche balayait le bar à l'extérieur. Ils étaient dans l'obscurité totale. L'air était vicié, sentant la poussière et le vieux tabac. Dante cliqua sur une petite lampe stylo. Ils étaient dans une petite pièce sans fenêtre. Les murs étaient tapissés d'étagères vides. Au centre se trouvait un simple bureau en métal et un lourd coffre-fort d'apparence archaïque. « Le confessionnal » murmura Dante. On aurait dit qu'il saluait d'un fantôme. Il s'approcha du coffre-fort. Il n'avait pas de pavé numérique. Il avait un cadran avec des lettres au lieu de chiffres. Bien sûr, Dante soupira. Un autre chiffre. Il se tourna vers Céline. « C'est tout toi, Cara. Nous avons peut-être 5 minutes avant qu'il ne réalise que le feu est petit et qu'il ne revienne vérifier l'argent. » Céline s'approcha du coffre-fort. Elle éclaira le cadran avec la lumière. Les lettres étaient grecques. Elle ferma les yeux, visualisant le parchemin. La ligne du bas, le texte microscopique qu'elle avait traduit dans la cabane. L'or est le sang du traître. Non, c'était la première couche. La clé était la signature. Amor Gabriela. Gabriela, murmura-t-elle. Ce n'est pas juste un nom. C'est la clé. Elle regarda les lettres grecques. Elle devait convertir Gabriela en alphabet grec.
puis la décalèrent en fonction de la date de sa mort. Dante, quand est morte ta mère, la date exacte? Le 14 octobre, dit-il, sa voix tendue. Il se tenait près de la porte, arme au poing, écoutant les cris étouffés à l'extérieur. 10, 14, marmonna Selena. Elle fit tourner le cadran, gamma, alpha, bêta. Ses doigts étaient glissantes de sueur. Clic, clic, elle fit tourner le cadran à gauche, puis à droite. Le mécanisme gémit. Allez, supplia-t-elle. Elle entra le caractère final. Clunk. La poignée se relâcha. Je l'ai, haleta-t-elle. Dante était à ses côtés. Instantanément, il tira la lourde porte en acier. Ils regardèrent tous les deux à l'intérieur, s'attendant à des piles d'argent, des lingots d'or ou des diamants. Le coffre-fort était vide, sauf un seul grand livre relié en cuir et une petite clé USB en argent. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Céline, sa voix tremblante. « Où est l'argent? » Dante attrapa le grand livre. Il l'ouvrit. Ses yeux scannèrent les pages et son visage devint pâle dans la lumière tamisée. « Ce n'est pas de l'argent, dit-il, sa voix un mélange d'émerveillement et d'horreur. C'est un levier. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce livre? Il contient les noms de chaque juge, politicien et chef de police corrompu sur la côte Est. Et la clé USB, il la leva. Ça a probablement les codes bancaires des comptes offshore où ils cachent leur pot de vin. » Il regarda Céline. « Ce n'est pas 10 millions de dollars, Céline. Ça vaut des milliards. Ce sont les clés du royaume. C'est la raison pour laquelle mon père a été tué. » Soudain, la porte de la pièce secrète trembla violemment. Quelqu'un frappait à l'extérieur. « Ouvrez! Nous savons que vous êtes là. » Une voix russe retentit. Dante fourra le grand livre et la clé dans la ceinture de son pantalon. Il attrapa le visage de Céline, ses mains rugueuses, mais son toucher désespéré. « Écoute-moi, dit-il, ses yeux brûlants dans les siens. Il y a un conduit de ventilation derrière cette étagère. Il mène à l'allée. Dante, tu prends la clé, je prends le livre. Nous nous séparons. » Non. Elle attrapa ses revers. « Je ne te quitte pas. »« Tu dois, dit-il. Ils me veulent. Ils ne savent pas encore qui tu es. S'ils nous attrapent tous les deux, nous sommes morts. Si l'un de nous s'en sort, nous avons le pouvoir de les détruire. » Les charnières de la porte commencèrent à fléchir. Des étincelles volèrent, alors qu'une torche de coupe commençait à traverser la serrure. Dante l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux. C'était dur, brûlant une promesse et un adieu tout à la fois. Il avait le goût de champagne et de danger. Il recula à bout de souffle. « Va, cours, Céline. Cours et ne regarde pas en arrière. » Il la poussa vers l'étagère, la repoussant pour révéler la fente sombre et étroite. Céline rampa à l'intérieur, les larmes coulant sur son visage. Elle regarda en arrière une dernière fois. Dante Valerio se tenait au centre de la petite pièce face à la porte. Son arme levée, un sombre sourire jouant sur ses lèvres alors que l'acier céda finalement. « Venez le prendre, » l'entendit-elle grogner. Puis la porte s'ouvrit en éclatant, et la pièce fut remplie de coupes de feu. Le conduit de ventilation était étroit, sombre et sentait la pourriture. Céline rampa jusqu'à ce que ses genoux saignent, défonçant finalement une grille pour tomber dans une ruelle glissante de pluie. Derrière elle, à l'intérieur de l'entrepôt, les coups de feu avaient cessé. Le silence qui suivit fut bien pire que le bruit. C'était le silence d'une tombe. Elle serra la clé USB en argent dans sa main si fort que le métal mordit sa paume. Elle voulait courir à l'intérieur. Elle voulait crier le nom de Dante, mais la partie froide et analytique de son cerveau, la partie qui résolvait des énigmes impossibles, prit le dessus. Dante t'a donné les codes. Il s'est fait le leur. Si tu y retournes maintenant, son sacrifice ne signifie rien. Selena Rostova, la serveuse timide, est morte dans cette ruelle. La femme qui se leva était quelqu'un d'autre entièrement. Elle tira sa robe de soie déchirée autour d'elle, essuya les larmes et la suie de son visage et disparut dans les ombres de Brooklyn.
48 heures plus tard, la réunion eut lieu sur un aérodrome privé dans le New Jersey. La pluie était revenue, une bruine grise incessante qui recouvrait le tarmac. Viktor Voulov se tenait près d'un jet privé élégant, entouré de 6 gardes armés. Il semblait suffisant. Il avait gagné. Il avait le territoire. Il avait le grand livre. Et il avait l'otage. 2 gardes traînèrent une silhouette de l'arrière d'un SUV noir. Dante. Il était à peine reconnaissable. Son visage était enflé, un œil fermé, sa chemise déchirée et ensanglantée. Il trébucha, tombant à genoux sur l'asphalte mouillé. « Céline !» Dante râla, sa voix brisée. « Ne sors pas. C'est un piège. » « Calme. » Voulov donna un coup de pied à Dante dans les côtes, le faisant s'étaler. Il regarda le hangar vide. « Sors, petite souris. J'ai ton loup. Tu as ma clé. » Faisons un échange. Des ombres des portes du hangar, une silhouette émergea. Ce n'était pas une souris. Céline marcha sur le tarmac, portant un trench coat beige, ses cheveux lissés en arrière, sa posture rigide. Elle ne semblait pas terrifiée. Elle semblait ennuyée. « Je suis là, dit-elle, sa voix portée par le vent. La clé, Voulov tendit une main charnue. « Donne-la-moi et je le laisse vivre. »« Non, » dit Céline calmement. Elle s'arrêta à 10 pieds. Voulov rit. « Tu penses être en position de négocier? Je le tuerai ici même. » Il pressa un pistolet sur la tête de Dante. Dante la regarda, son seul bon œil suppliant. « Cours. » Céline ne cligna pas des yeux. Elle sortit une tablette de son manteau. « La clé est vide, Victor, dit-elle froidement. J'ai téléchargé les clés de décryptage sur un serveur cloud sécurisé il y a 1 heure. » Voulov se figea. « Tu quoi? » Et j'ai mis en place un protocole démon. Elle continua, tapotant l'écran. « Si je n'entre pas un code biométrique toutes les 5 minutes, le grand livre entier, chaque nom, chaque pot de vin, chaque meurtre, est automatiquement envoyé par email au FBI, à la CIA et à la division d'Interpol qui chasse les oligarques russes. » Elle fit d'un pas en avant. « Tu le tues, l'email part. Tu me tues, l'email part. Tu essaies de prendre la tablette, l'email part. » Oh, le visage de Voulov devint violet. « Tu mens. Vérifie ton téléphone. » Céline sourit d'un air suffisant. « Je viens d'envoyer un échantillon à ton email personnel. Je crois que c'est la liste des opérations de siphonnage que tu as cachées à tes propres patrons à Moscou. S'ils voient ça, le FBI sera le moindre de tes problèmes. » Voulov vérifia son téléphone. Son visage devint pâle. Il baissa l'arme. « Que veux-tu? » siffla-t-il. « Je le veux. » Elle désigna Dante. « Fais-le venir vers moi. Puis tu montes dans ton avion et tu quittes New York pour toujours. » Voulov serra les dents. Il regarda Dante, puis la tablette. Il fit signe à ses gardes. Ils relâchèrent Dante. Dante gémit, se forçant à se tenir debout. Il boita vers Céline, ses yeux ne quittant jamais son visage. Quand il l'atteignit, il s'effondra contre elle, son poids lourd et chaud. « Tu es folle, » murmura-t-il dans son cou. « J'ai appris des meilleurs, » murmura-t-elle en retour. « Maintenant » cria Voulov, « le code. Arrête le minuteur. » Céline regarda Voulov. Elle sourit, une expression sombre et dangereuse qui reflétait celle que Dante avait portée au restaurant. « J'ai menti à propos du minuteur, dit-elle. Voulov confus. « Quoi? Il n'y a pas de minuteur. J'ai déjà envoyé les fichiers. » Les sirènes commencèrent à hurler au loin. Des lumières bleues et rouges franchirent la crête de la colline menant à l'aérodrome. Des camions du SWAT défoncèrent la clôture périmétrique. « Salope !» rugit Voulov, levant son arme. Mais Selena avait déjà traîné Dante derrière une pile de fûts de carburant. Des coupes de feu éclatèrent non pas sur eux, mais entre les Russes et les agents fédéraux qui avançaient. Dans le chaos, Selena mena Dante à une petite sortie de service qu'elle avait repérée des heures plus tôt. Une berline anonyme attendait, moteur tournant. Elle le poussa sur le siège passager et sauta derrière le volant. Alors qu'elle enfonçait l'accélérateur, s'éloignant de l'aérodrome, Dante commença à rire. C'était un son sifflant et douloureux,
mais pleins de vie. Tu les as brûlés, toussa-t-il. Tu les as tous brûlés. Je te l'ai dit Selene, serrant le volant, ses yeux sur la route devant. Je n'aime pas les puzzles inachevés, Mahour. 6 mois plus tard, la terrasse surplombait les eaux azures de la côte amalfitaine. Les citronniers étaient en fleurs, parfumant l'air d'agrumes et de sel marin. Dante Valerio était assis dans une chaise en osier lisant un journal. Les cicatrices sur son visage s'étaient estompées en fines lignes blanches, ajoutant du caractère à sa beauté dévastatrice. Il semblait en paix, un homme qui avait finalement posé son arme. Selene sortit sur la terrasse, plaçant 2 expressos sur la table. Elle portait une simple robe d'été blanche, mais ses yeux avaient un acier qui n'y était pas avant. Dante plia le papier. « Ils ont condamné Voulov aujourd'hui. 3 peines de prison à vie. » « Bien, » dit Selene, prenant une gorgée. Dante tendit la main, prenant la sienne. Il passa son pouce sur ses jointures. « Tu sais, » médita-t-il, une lueur espiègle dans son œil. « Techniquement, tu n'as jamais fini le travail. Tu as traduit le code. Tu m'as sauvé la vie. Tu as détruit mes ennemis. Mais je ne t'ai jamais payé. L'offre était de 10 millions de dollars, lui rappela Selene. Je n'ai plus 10 millions de dollars. Dante haussa les épaules. J'ai gelé tous les actifs quand nous sommes devenus légitimes. Je ne suis plus qu'un propriétaire de vignoble ennuyeux maintenant. C'est dommage. Selena soupira, se penchant en arrière. Je suppose que je devrais me contenter d'autre chose. Oh. Dante se pencha en avant, sa voix tombant à ce ronronnement familier et dangereux. Et qu'est-ce que c'est? Selena sourit, se penchant jusqu'à ce que leurs lèvres soient à quelques centimètres. Ton silence, monsieur Valerio. Je te donnerai une vie entière si tu te tais et m'embrasses. Dante Valerio. Ah, ouais, l'homme qui riait des menaces et faisait taire les pièces d'un regard fit exactement ce qu'on lui avait dit. Et c'est ainsi qu'une serveuse timide déjoua les hommes les plus dangereux du monde souterrain. Selene n'a pas seulement traduit un chiffre, elle a réécrit son propre destin. En fin de compte, les 10 millions de dollars n'avaient pas d'importance. Le vrai trésor n'était pas l'or caché dans le coffre-fort ou le levier dans le grand livre. C'était le partenaire qu'elle trouva dans le feu. Ils ont prouvé que si la violence peut conquérir une ville, seule l'intelligence peut conquérir une guerre. Dante a trouvé la seule chose plus dangereuse qu'une arme, une femme qui sait exactement ce qu'il pense. Ils se sont échappés du jeu en brisant le plateau, prouvant que parfois la personne la plus silencieuse dans la pièce est celle que tu devrais craindre le plus. J'espère que vous avez apprécié cette saga romanesque mafieuse pleine de rebondissements. Si oui, s'il vous plaît, écrasez ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Question pour vous. Si vous trouviez un code secret qui pourrait renverser un syndicat du crime, essaierais-tu de le résoudre pour 10 millions de dollars ou courrais-tu dans l'autre sens? Faites-moi savoir votre réponse dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer la prochaine histoire. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le prochain.